Les dépositions africains en France, par exemple. Dans quelle mesure vous avez été accompagné dans votre autonomie? Peut-être qu'on commence en même temps avec Amara. Merci pour la question, très pertinente. J'avoue que le projet a commencé à lui il y a 2 ans de cela, parce que moi j'étais doctorant. Il faut le noter, moi les doctorants, on n'a pas non seulement des finances assez importantes, et on n'a pas aussi, c'est assez contraignant d'avoir accès à un kit. Donc, il y a 2 ans de cela, lorsqu'on a commencé à mettre en place le projet avec mes associés, la difficulté majeure, c'était d'avoir accès aux finances. Ça, c'était le premier volet en France ici. Et en même temps, j'avais un peu d'économie, parce que j'avais des jobs étudiants et autres, j'avais un peu des économies que j'avais mis de côté. Donc, il me manquait un peu de capital restant. Donc, premièrement, le soutien, c'est que ici, alors il faut se le dire, hein, les institutions bancaires et financières, et quand même essayer d'alléger pour pouvoir octroyer des crédits pour les étudiants pour pouvoir financer en fait, leurs études, leurs projets. Donc c'est de là en fait que j'ai eu à contacter le banque et on a eu à parler du projet. C'est de là que j'ai eu un accompagnement à travers ma banque ici. Et le deuxième volet, il faut mes 4 associés vivons tous en France ici. Donc, on ne peut pas mettre en place un projet en Afrique en étant pas, c'est quasi impossible. Ça, je ne le conseille pas du tout. Donc, il fallait contacter une entreprise au Burkina qui allait en fait se charger de mettre en place notamment, qui allait piloter et gérer le projet, parce que nous on est à distance. Et c'est de là qu'on a cherché, on est tombé sur une entreprise. Et il faut noter que de plus en plus, il y a de nombreuses entreprises qui sont implantées en Afrique et qui essaient de piloter et gérer les projets de la diaspora à l'étranger. Et c'est de là en fait qu'on a eu cet accompagnement en amont et en aval en France et en Afrique pour pouvoir implanter le projet. D'accord, merci Amara. J'espère ne pas retenir ce point. Le côté où il semblera que vous avez tourné peut-être un trait étudiant pour faire un projet. Mais bon, c'est quand même une idée ingénieuse et l'essentiel c'est de bien utiliser les fonds. Oui, déjà, de ton côté, je peux te permettre de tutoyer de ton côté, Nathalie, comment est-ce que tu as été accompagné, vous avez été accompagné avec tes associés en France ou en Afrique dans le cadre du projet? Bon, nous, on a eu beaucoup de chance. On a bénéficié de pas mal d'accompagnement, aussi bien en mentoring. Je pense qu'il est très important quel que soit son parcours avant, quel que soit le degré, si on est très jeune dans l'entreprise, enfin, je veux dire, dans le chemin de l'entrepreneuriat, si on a déjà plusieurs entreprises derrière soi, ce qui est mon cas. De se faire accompagner, d'avoir des recours à des mentors, d'avoir recours à beaucoup de bonnes fées qui vont se pencher sur votre projet, de s'entourer. Je pense que ça, c'est vraiment la première des choses. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est extrêmement important, parce qu'évidemment, on bâtit sur des fondations solides. Ensuite, comme dirait l'autre, no more mentoring funding, quoi. C'est-à-dire que bon, le mentoring, ça a ses limites, et puis à un moment donné, il y a énormément de programmes qui s'adressent aux femmes, notamment celles qui entreprennent. Nous, on a une équipe de cofondateurs qui tous issus du continent africain de l'Ouest d'hiver, hein, soit originaires comme moi, ayant vécu la plus grande partie de sa vie, soit qui ont beaucoup travaillé, soit qui vivent, et ils travaillent. Et c'est vrai qu'on s'est tous fait, j'allais dire, voilà, on est très bien entouré en termes de mentoring. Bon, je suis la seule femme parmi les cofondateurs, mais après, en tant que funding, on a toujours, ce à quoi diverses organisations ont essayé de répondre, hein, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, entre autres, et puis plein d'autres structures. Ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, les enveloppes qui sont mises à disposition des entrepreneurs sont quand même très réduites, sont souvent dans les phases d'amorçage et après concrètement l'accompagnement capital des startups, en ce qui me concerne, est quand même réduit. Moi, je comprends tout à fait ce que vient de dire mon prédécesseur, parce que bon, concrètement, on fait comment? Concrètement,
il faut peu attendre des banques. Ça, je pense que c'est... nous, on a eu la chance d'avoir on a fait un mix financement, c'est-à-dire vraiment entre des prêts obligataires et des obligations convertibles en actions. Et puis, on est en discussion pour que ces obligations se convertissent en actions. Par contre, comme on est une entreprise à mission, on ne veut pas n'importe qui comme associé. Parce que le greenwashing, etc., a beaucoup de place en ce moment. Et les personnes qui sont capables de nous accompagner en tant que véritables associés sur le long terme, en se comportant comme du capital responsable, vraiment orienté vers les biens communs, ce qui nous concerne, il y en a très peu. Nous, on est plutôt dans une logique, pas seulement française, mais plutôt sud-sud, c'est-à-dire à essayer de trouver, on est en discussion avec des fonds qui sont plutôt locaux sur le continent africain, en ce qui nous concerne, et sur l'Asie aussi, mais qui sont dédiés vraiment aux mêmes missions que nous. Donc la qualité des financeurs, le fait d'avoir une capacité à disposer des fonds un peu plus rapidement, on va aller chercher ailleurs qu'en France. Merci pour la réponse. Je vais juste enchaîner. Peut-être tu vas essayer de répondre par rapport à ça, mais pourquoi le choix de l'Afrique, par exemple qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Je sais que vous n'intervenez pas que en Afrique, mais le côté Afrique, ça vient d'où? Le fait d'avoir vécu là ou... Alors, ça vient évidemment d'histoires personnelles de tous les fondateurs. Donc déjà, c'est vraiment un terreau commun, voilà. Et puis c'est vraiment le continent auquel on croit profondément et qui a le plus de besoins en ce qui concerne nos missions, qui va le plus subir malheureusement l'adaptation climatique de façon extrêmement cruelle. Le stress hydrique, il faut savoir qu'il y a une personne sur deux sur le continent qui va souffrir de stress hydrique alimentaire dans les toutes prochaines années. Donc, on parle de milliards d'êtres humains. Voilà, on peut répondre à des besoins qui sont les plus urgents. Donc le continent africain, ça n'est pas c'est à la fois une terre de besoins et une terre de ressources immenses. Et quand on parle de ressources, y compris humaines, technologiques, aujourd'hui, c'est ça sur le continent africain. Bon, c'est la foi en continent, à la fois, et puis c'est-à-dire c'est vraiment la terre qui nous a inspirés et qui en même temps est celle qui va subir le plus les missions auxquelles on s'adresse. Merci. Je vais poser une question avant de passer la parole au public. Amara, particulièrement, je voudrais te poser une question qui concerne le fait de comment est-ce que tu as pu manager tes études et l'entrepreneuriat? Même si le projet a pris naissance que en janvier 2022, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait avant. Donc comment est-ce que, en tant que jeune chercheur, je pense que l'idée a commencé peut-être avant de faire la thèse, et de finir la thèse, et ensuite aussi sur le projet. Donc comment est-ce que, par exemple, dans le public, un étudiant qui voudrait également se lancer, comment peut-être il peut s'y prendre en quelques mots, en termes d'expérience? Merci. Je me suis dit que j'avais pour idée de créer quelque chose au quotidien, mais l'idée du transport, c'est vraiment récent. Parce que non seulement je suis parti des études, à la fois sur le terrain, et quelques études également théoriques que j'ai vu que le gap en fait en termes d'investissement en infrastructure, transport et logistique était énorme. Et je me suis dit que non, le transport, non seulement c'est le niveau
en fait, si on y investit et qu'on y avoir à la fin du projet. Lorsqu'on a commencé, on a commencé le business plan, on a vu le montant. J'avoue que 6 mois après le lancement du projet, on était au rouge. Et on s'était dit non, on va le laisser tomber. Parce que 6 mois après le lancement, on est au rouge. Pour pouvoir rentabiliser, il fallait attendre au moins 2 ans. Les associés et moi, on s'est dit non, ça allait être un peu compliqué, donc on a laissé le projet à l'œil du suivant, on essaie de davantage mener le projet. Et à ce moment aussi, il y avait la thèse à côté, il fallait avancer. Il y avait des réunions à chaque fois, parce qu'en temps, eux, ils travaillaient, et moi, tout le temps, j'étais sur ma thèse. Donc, chaque nuit, j'étais obligé de faire des réunions pour le projet et également travailler sur ma thèse. Et il fallait également, de temps en temps, rentrer au Burkina Faso. Donc, il fallait se préparer, aller sur le terrain et voir exactement, parce que c'est bien pour le parler de faire un business plan, mais aller sur le terrain, côtoyer en fait les anciens, ceux qui sont vraiment experts dans le domaine. Je pense que c'était essentiel. Donc, tout le temps, il fallait rentrer. Il fallait également voir avec les parents, parler, discuter. Donc, il y avait tout ça, les va-et-vient, les réunions avec mes associés, également la thèse. Donc, j'avoue qu'en janvier, c'était un peu compliqué parce qu'en janvier aussi, il fallait lancer le projet. J'étais en phase de finition de ma thèse, donc j'étais en train de rédiger ma thèse, donc c'était horrible. J'avoue que, en ce moment, je n'ai pas eu de congé, donc j'ai eu à combiner les deux, non seulement pour finir la thèse, mais également pour pouvoir lancer le projet en janvier. Mais j'avoue que c'est de la volonté, de la persévérance, également de la motivation. Donc, c'est quelque chose qui me tenait depuis des années, donc voilà pourquoi j'ai pu allier les deux. Donc, le conseil que je peux donner, c'est vraiment d'y aller, de ne pas penser. De toutes les façons, les projets, si vous le lancez, premier, deuxième, troisième mois, vous n'allez rien avoir. Il ne faut même pas compter sur ça. Il faut attendre des années pour pouvoir essayer de bénéficier en fait, des fruits du projet. Ce qui est bien, c'est que je l'avais lancé et que j'étais à la fac également et que je donnais des cours à la fac. Donc, je ne comptais pas trop sur le projet pour pouvoir suivre, pour pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est un peu ça. Je vais enchaîner en même temps, hein, puisque au-delà du fait peut-être de vouloir investir de l'argent également, je vais essayer de rappeler un thème d'aujourd'hui que vous avez dit, en fait, qui parle d'intégration. Je disais l'intégration en claque ici. Alors, dans quelle mesure, en fait, le projet que vous mettez en place, en fait, contribue à l'intégration, en fait, des gens qui sont sur le continent, des gens qui sont bénéficiaires du projet, en termes de création d'emplois, dans quelle mesure ce projet contribue à la construction, à l'intégration sur le continent. La question, je pense que je laisse répondre avant de la ramener aussi après. Je pense qu'il y a deux relations au niveau, il y a une intégration, comme tu l'as dit, financière, parce qu'on crée un peu de l'emploi, on embauche des personnes sur le continent, donc la valeur ajoutée. Et le deuxième volet, il y a une intégration sociale, donc petit que je contribue un peu à la réduction un peu de la pauvreté et à créer de l'emploi pour les jeunes. Donc petit que le camion, non seulement en amont, il y a des entreprises qui sont là, qui le pilotent, et en aval également, il y a la main-d'œuvre, il y a la maintenance, donc il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans le projet. Donc à la fois une intégration financière pour Burkina Faso et une intégration sociale. Ok, merci. Je pense qu'un des points que je vais dire qui m'a plus poussé également à faire intervenir sur le projet, c'est sur le volet de création d'emplois. Et puis, j'ai commencé peut-être sans mentionner ça. On sait bien, c'est un fait parmi tant d'autres, ce qui s'est passé il y a, je crois, une semaine à la frontière marocaine et espagnole concernant nos frères humains, pas que africains, nos frères humains. Ça nous touche tous. Bon, l'idée, même à la base de la création de notre projet Diaspora Invest, c'est de pouvoir permettre à cette diaspora de pouvoir investir sur le continent et de créer de l'emploi. Ne serait-ce ne pas dire aux gens, c'est pas pour dire à ceux qui sont sur le continent de ne pas venir, de leur permettre de voir que sur le continent, il y a également de l'avenir. Et s'ils veulent venir, de venir de façon digne. De ne pas venir d'une façon où on voit ce qui se passe. Je ne vais pas revenir sur ça, mais pour ça, je voudrais également te féliciter pour ce point. Nathalie, je ramène à une question. C'est de me dire en gros, dans quelle mesure votre activité, vous qui intervenez des deux côtés, contribue à l'intégration, que ce soit en France, peut-être pas votre activité ou
sur le continent africain. Oui, notre activité en fait est dédiée aux financeurs et évidemment forcément indirectement les projets qui financent permettent d'intégrer les bénéficiaires. Nous on est plus dédiés, on travaille avec beaucoup de coopératives, notamment coopératives de femmes dans l'agriculture, donc dans pas mal de filières qui permettent la transformation des biens premiers, comme tout ce qui est cassava, etc., manioc, etc. Donc, cacao. Donc, en fait, on est vraiment aligné sur les objectifs de développement durable et notamment de réduction de la pauvreté, d'égalité des genres, puisque voilà, on pose notre action vers les coopératives de femmes. Et puis, évidemment, les autres bébés associés à l'eau, au climat et à l'énergie qui sont dans ces projets-là. Donc c'est une intégration environnementale, sociale, économique entre les deux. Voilà. Donc, par la finance beaucoup de choses. Donc voilà nos conséquences directes. Donc à ce jour, on a plusieurs centaines de vies qui ont été impactées positivement par notre action. Donc on est très clairement aligné sur les objectifs du développement durable et surtout une meilleure économie qui les soutient. Merci pour la réponse. Mais est-ce que j'allais aussi peut-être terminer par là, votre projet permet peut-être en France à certaines personnes qui ne sont pas forcément liées au projet d'avoir un autre regard sur le continent africain à travers des activités ou des rencontres, je ne sais pas, et même à travers des investisseurs, d'avoir une autre façon, un autre regard sur le continent, une autre façon de travailler avec peut-être une structure comme la vôtre, au profit de. Non seulement ils investissent, mais ils contribuent aussi socialement, ils changent un peu aussi d'autres aspects. Oui, alors je te remercie vraiment infiniment cette question, parce que nous, c'est vraiment le maître mot, un des maîtres mots qui a fondé notre action, c'était de dire mais si on changeait aussi le développement, c'est-à-dire le développement, c'est pas du tout, c'est la solidarité dans ce qu'elle est la plus noble dans ses définitions, c'est-à-dire que c'est du développement, c'est du co-développement ensemble. Et de toute façon, les sujets auxquels on s'adresse, qui sont l'eau, l'adaptation climatique, l'énergie, sont des sujets de toute façon communs, qui nous concernent tous. Donc on va co-développer ensemble. Et donc effectivement, le regard n'est plus du tout les mains tendues, je veux dire, les mains tendues, elles sont tendues de toutes parts entre tous les continents, entre le continent africain, le continent l'Europe, les États-Unis, etc. On se développe tous ensemble et on se développe notamment grâce au diaspora. Et c'est l'objet de cette rencontre. C'est notre levier d'action. C'est nos ressources humaines et les structures avec lesquelles on travaille, les rencontres, etc. C'est vraiment un regard, pour nous, quelqu'un qui vient de la diaspora est forcément augmenté par rapport à une personne qui n'est pas envie de voir comme quelque chose qui, évidemment, a toutes les dimensions aussi tragiques, personnelles qui peuvent être de ces déplacements. Mais d'en faire une force et de vraiment se dire ces déplacements successifs, ça va me permettre d'être augmenté par rapport à notre continent et d'avoir accumulé toutes ces belles expériences qui sont très concrètes pour le développement non seulement de l'Europe mais du continent. Mais je crois que la transition est toute faite pour ma dernière question concernant, c'était de demander en fait dans quelle mesure les diasporas peuvent constituer une force financière, par exemple, dans la mise en place de projet. Donc, tu as commencé par répondre, mais Marin, dans quelle mesure tu parlais de financement. Il a fallu que tu fasses appel à la banque pour un prêt étudiant, et, avec une astuce, utiliser plein de projets. C'est très bien, mais dans quelle mesure, par exemple, les diasporas, on parle des transferts de fonds qui dépassent
places qui sont sur une décennie 3 fois plus que l'équilibre de développement. Mais on sait bien aussi que, en tant qu'économiste, que ces fonds sont utilisés pour les besoins alimentaires. Peut-être aussi parce que nos États ont failli dans certains domaines. Donc, comme le système de santé n'est pas aussi ça, les membres de diaspora sont obligés d'assurer ce côté que l'État peut-être pourrait assurer et permettre aux diaspora de pouvoir utiliser l'argent pour l'investissement. Mais au-delà de tout ça, comment est-ce que les diasporas peuvent être plus constituées une force pour vous aider dans votre activité? Je pense que la diaspora est déjà une force en fait financière pour le développement en Afrique. Je pense que le véritable problème, c'est le manque d'accompagnement. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont là, il y a beaucoup d'étudiants qui sont là qui veulent investir, mais je suis ici, je veux investir. On va investir. De un, j'ai passé plusieurs années à l'extérieur, j'ai plus un regard, par exemple, ou à l'ONU. Comment je vais faire pour investir? Et ça, maintenant, c'est le rôle maintenant des autorités publiques d'intervenir. Et récemment, il y a eu une avancée énorme au Burkina Faso, parce qu'en 2020, on a inclus la diaspora dans les élections présidentielles. Donc, moi, j'ai trouvé en fait une avancée démocratique majeure. Donc, de plus en plus, on inclut la diaspora dans les décisions politiques et décisions économiques. Et il y a même un ministère de la diaspora à l'étranger, au Burkina, qui se déplace, qui rencontre la communauté burkinabé à l'étranger, essayer de discuter sur notamment les projets d'investissement. Et il y a même une plateforme qui a été dédiée à cela. Donc, je pense que c'est le manque d'accompagnement pour moi. Sinon, la diaspora constitue une force majeure. Et tu viens de noter que le fonds des migrants, elle est assez conséquente par rapport à l'aide publique au développement, mais c'est de l'investissement à court terme. C'est pas à long terme, c'est juste, on réduit la pauvreté, c'est juste des besoins alimentaires, de scolarisation et autres. Maintenant, à long terme, qu'est-ce qui doit être fait? On envoie juste des fonds et là, c'est fini. Donc, c'est pas rentable, il n'y a pas de la valeur ajoutée. Il faudra maintenant essayer de créer. Là, s'il n'y a pas d'accompagnement, c'est assez délicat parce que moi, je ne vais pas essayer d'envoyer mes fonds si derrière, je ne sais pas ce qui va être. Il y a plusieurs personnes qui ont envoyé leurs fonds, mais au final, non, ils n'ont pas vu leur projet. Je pense que d'abord, c'est de mettre en place des structures. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui offrent des prestations de services, notamment dans le domaine de l'immobilier. Donc, il est facile d'être en France et d'investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, par exemple, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises dans ce domaine-là qui sont en aval et qui pilotent le projet. Donc, il y a de plus en plus ces entreprises au Burkina Faso. Donc, je pense que ça peut être une solution majeure pour essayer de renforcer en fait l'implication de la diaspora étrangère dans le développement de l'Afrique. Sinon, la diaspora constitue une force majeure. Il faut juste qu'il y ait un accompagnement, des plateformes dédiées notamment aux différents investissements. Merci Amara, l'appel est lancé. Je profite peut-être aussi pour glisser une information au niveau de l'association des Diaspora Invest également. On a mis en place un club d'investissement que l'association soutient, dont le but c'est sur le régime de plan d'investissement en France, composé de maximum de 10 personnes. Le but c'est de constituer cette force financière pour financer des projets sur le continent. L'année dernière, ceux qui étaient là, ils avaient suivi une jeune entrepreneur du Togo qui était intervenue. Et cette année, on a travaillé sur un projet avec quelques entrepreneurs tel pour apporter un soutien financier. L'idée, c'est de permettre également à des initiatives entrepreneuriales d'éclore via des petites aides. Le point sur lequel on met l'accent, c'est de faire comprendre à nos compatriotes, les jeunes frères sur le continent, que peut-être la période du don est passée. Il n'y a pas de don gratuit. Donc, c'est de leur faire comprendre que quand quelqu'un met l'argent derrière, qu'ils se sentent redevables, ne serait-ce même si c'est à taux zéro, qu'ils remboursent le capital initial. Donc, c'est de leur permettre à travers des petits trucs comme ça, de pouvoir se battre, créer également de l'emploi, de la ressource, créer de la richesse sur le continent. Donc, le club d'investissement mis en place est là pour ça, au cas où des informations à la fin. Je vois quelques membres qui sont avec nous. Vous pouvez vous approcher de lui dans moi-même pour vous informer par rapport à cela. On va boucler cette année un financement d'ici, je crois, la fin de ce mois de juillet, d'environ 4 000 € vers un projet au Togo, donc l'année prochaine également. Nous comptons reproduire
même un projet de financement également, vers d'autres pays. Donc, c'est l'occasion, si vous avez des projets également de jeunes entrepreneurs sur le continent, il n'y a pas besoin de grosses sommes. On sait bien que dans nos pays, même avec 200 €, quand on l'affiche de l'autre côté, on peut faire grand-chose. Donc, on part sur cette base-là. On se dit, bon, on va mettre 200 €, et même si on perd 200 €, c'est pas grave, on va essayer au moins. Donc, l'idée, c'est d'essayer, mais de limiter également le risque. Le plan d'investissement sert à ça, c'est de limiter le risque. On a des réunions, on fait intervenir les entrepreneurs qui, avec les membres qui sont des professionnels dans plusieurs domaines. On essaie de les auditionner entre guillemets et de voir dans quel niveau on peut les suivre. Donc voilà, on essaie de réduire ce risque-là. Donc n'hésitez pas, au cas où vous avez des projets ou même que vous êtes intéressé par des investissements de ce type. Il n'y a même pas de montant, que ce soit 1 €, 2 €, 3, ça passe pour les investissements. Donc ne vous priez pas, peut-être on se dit, bon, on coupe un peu en termes de budget, fast-food par exemple, par hasard, hein, et puis bon, on investit dans un projet. Donc voilà, c'est l'escompte par rapport au club d'investissement. Je te donne la parole, Nathalie, par rapport à l'apport des diasporas, je vais commencer, s'il y a des éléments à rajouter. Oui, je pense qu'en fait, effectivement, les diasporas s'organisent, comme tu viens de l'écrire. Ce qui manque, c'est la confiance. Je pense que personne n'investit sans avoir confiance. C'est vraiment. J'allais dire, c'est même pas une affaire du public ou du privé. Hein. C'est-à-dire qu'on aurait largement remis nos impôts, nos investissements, etc., à la fonction publique, à la puissance publique, s'il y avait un côté d'efficacité de l'autre côté des projets. Et c'est exactement. Et c'est pas parce que c'est du privé que c'est pas soumis aux mêmes lois. C'est-à-dire que, premièrement, il y a le côté est-ce que ça va servir à quelque chose? Voilà. Concrètement, est-ce qu'on peut faire confiance à ce porteur de projet ou cette porteuse de projet? Et concrètement, combien ça quel retour sur investissement, qu'il soit financier, extra-financier, humain, social, concrètement, qu'est-ce que ça va faire à la fin? Et ça, je crois que si on n'est pas très clair sur ces objectifs-là et sur ces chemins-là, que ce soit du public, du privé, bon, il y a très très peu de chances que ça aboutisse, parce que les bonnes volontés sont là. Le fait de se priver de certaines choses pour pouvoir bâtir en commun, je crois que moi, au contraire, j'ai profondément foi en la nature humaine. En fait, à partir du moment où on apporte de la confiance, du concret, du réel impact, on est capable de dire ou de ne pas dire ce à quoi il n'y a aucun souci, on arrive à fédérer vraiment beaucoup de personnes. Voilà ce qui manque, c'est vraiment la confiance. C'est la confiance et donc les instruments qui permettent de contrôler cette confiance, parce qu'il n'y a pas de confiance sans contrôle. Et voilà nous ce qu'on essaie de bâtir pour que la diaspora puisse investir. En coordination avec le public aussi, parce que nous on pense qu'il ne faut pas se priver de tout ce que les instruments publics peuvent nous apporter, mais que de façon publique-privée, on peut arriver à des grands investissements contrôlés, fiables, sur lesquels on aura un retour très clair. Merci, je note plus, je pense que c'est le point important, la confiance effectivement, parce qu'on ne va pas non plus, même si c'est 2 €, on ne peut pas le confier à quelqu'un qui va peut-être l'utiliser pour autre chose. J'espère bien que nous essayons de bâtir cette confiance au moins à notre échelle individuelle et aussi au niveau associatif. C'est ce que nous, on essaie de construire depuis 3 ans, avec la conférence également, c'est de permettre au public non seulement de sensibiliser, mais c'est de pouvoir mettre en place une action, de prouver aux gens également que, au monde de la diaspora, qu'on peut faire quelque chose de concret, de sérieux, et peut-être aussi, comme on dit, les actions parlent mieux. Et je pense qu'on a séparé, on va on va recueillir vos questions. C'est le moment, le temps d'échange avec le public. Les questions, n'hésitez pas, on peut faire passer le micro